Très rarement, il est pur. Parfois c'est un peu plus clair, un peu plus sombre. Dans la baignoire, quand je l'allume pour la première fois, elle sort toujours rouillée, puis elle s'éclaircit. Mais à chaque fois, c'est la rouille qui sort en premier. Aaron Banks, conseiller municipal de Jackson, a vécu la majeure partie de sa vie dans la capitale de l'État du Mississippi et représente aujourd'hui un district composé à plus de 90% de Noirs. Il dit penser qu'une combinaison dévastatrice d'infrastructures vieillissantes et de changements climatiques a finalement conduit au dernier effondrement de l'approvisionnement en eau de Jackson. En 2020, lorsque des températures glaciales ont entraîné la fermeture de l'installation de traitement des eaux de Jackson, M. Banks affirme que son district a été privé d'eau pendant près de 6 semaines, soit bien plus longtemps que les zones environnantes. L'infrastructure de la ville a eu du mal à suivre depuis lors. Au cours des 2 dernières années, nous n'avons pas passé un mois sans avoir reçu un avis d'ébullition de l'eau ou sans avoir une pression d'eau faible ou nulle, explique-t-il. Malheureusement, c'est quelque chose auquel nous nous sommes habitués en tant que citoyens américains, personne ne devrait s'adapter à ce type de qualité de vie. À maintes reprises, selon M. Banks, ceux qui sont obligés de s'adapter sont principalement des personnes de couleur. Depuis des années, le conseiller municipal dit qu'il a vu les fonds de l'État se déverser dans les infrastructures des villes et des zones autour de Jackson, mais ils ont manqué les installations qui en avaient le plus besoin, notamment la station d'épuration de la ville. Le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden, qui a fait date, a affecté des fonds aux communautés défavorisées et mal desservies comme Jackson, qui comptait 163 000 habitants en 2020. Mais les fonds sont alloués par les législateurs de l'État qui, selon M. Banks, succombent souvent à la politique et donnent la priorité aux projets de leurs électeurs au lieu de se concentrer sur la résolution des problèmes systémiques de Jackson. Nous avons une installation de traitement des eaux qui est obsolète et à laquelle personne n'a pensé depuis des années, explique le professeur Edmund Merem, professeur d'urbanisme et d'études environnementales à l'Université d'État de Jackson. Je pense que le problème est que la réaction a tendance à être ad hoc. Mais le professeur Merem pense également qu'un autre facteur a détourné l'attention et le financement des infrastructures en ruine de Jackson, la race. Les experts et les défenseurs des droits de l'homme affirment que ce qui se passe à Jackson, et dans des villes comme Flint dans le Michigan, où l'approvisionnement en eau a été contaminé par le plomb, est un héritage direct de générations de discrimination et de ségrégation. Il s'agit d'une situation profondément enracinée, qui dure depuis des décennies et qui est en cours d'élaboration, déclare Ariel King, avocate et défenseur de la justice environnementale. Je pense que l'histoire de la ségrégation raciale et du redlining dans ce pays a profondément contribué aux injustices environnementales que nous constatons actuellement. Le redlining a commencé dans les années 1940 comme une pratique sanctionnée par le gouvernement qui consistait à refuser des hypothèques et des prêts aux personnes de couleur parce qu'elles étaient jugées trop risquées. Ce programme a duré plus de 40 ans et, en conséquence, selon Madame King, les communautés à faible revenu, majoritairement noires, se sont concentrées dans des zones où se trouvaient des industries polluantes comme les décharges, les raffineries de pétrole et les stations d'épuration des eaux usées. Et ces zones, note-t-elle, existent encore aujourd'hui. Elle cite en exemple des régions du pays comme la Cancer Alley. Cette zone, qui abritait autrefois les plantations tentaculaires de la Louisiane, est aujourd'hui une autoroute industrielle qui compte plus de 150 raffineries de pétrole et usines. Pendant des décennies, les habitants, majoritairement noirs, ont souffert de certains des taux de cancer les plus élevés du pays en raison de la pollution. Selon Madame King, l'héritage de ce type de racisme environnemental, associé à des décennies de sous-investissement dans les zones à faible revenu, se retrouve à Jackson. Ils peuvent dire qu'il y a différents facteurs qui conduisent aux inondations, mais les gens ne seraient pas soumis à des zones inondables s'il n'y avait pas eu de redlining, dit Madame King. Donc, encore une fois, on en revient à la race et au racisme environnemental, malheureusement, à chaque fois. Sarina Larson étudie pour devenir avocate et vit à quelques rues de Marshall. Elle vient de Sacramento et veut devenir avocate de la défense publique.
Elle estime elle aussi que le redlining est responsable des problèmes rencontrés dans le quartier. Dans sa cuisine, il y a des bols de différentes tailles partout sur le sol. Elle y récupère l'eau de pluie et utilise ensuite un filtre à eau. Les tuyaux de Jackson contiennent du plomb et je ne bois jamais un verre d'eau, explique-t-elle. Je ne me brosse pas les dents avec l'eau du robinet. Mais elle admet que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre le filtre de $300, 260 livres qu'elle a acheté. Une crise de l'eau comme celle-ci ne devient un problème que lorsqu'elle touche des personnes d'une classe supérieure. Cela dure depuis longtemps et Jackson en est un exemple. La santé des gens est secondaire pour l'État. Nous avons rencontré Imani Olugbala Aziz dans un centre communautaire local où elle et d'autres membres du groupe de bénévoles Coopération Jackson distribuaient des bouteilles d'eau. Il a fallu moins d'1 heure pour qu'elle soit épuisée. Elle nous dit qu'elle a à peine de l'eau chez elle. C'est une crise de point de vue et de valeurs et il y a beaucoup de racisme environnemental. Nous envoyons notre argent au gouvernement pour que ce qui doit être fait soit fait. Et ils ne le font pas. Nous sommes mal desservis. Les gens de couleur sont mal desservis. Nous restons dans les pires quartiers de la ville, juste pour pouvoir survivre. Nous ne demandons pas des hôtels particuliers, nous voulons juste vivre et avoir les choses normales, l'eau courante, l'eau propre, explique Madame Olugbala Aziz. Elle explique que le taux de sans-abri est élevé dans la région et que les magasins locaux ont fermé, ce qui rend difficile l'achat d'eau. Nous sommes en alerte à l'eau bouillie depuis environ 1 mois. Elle n'est pas potable, alors que faisons-nous? Comment nourrir nos enfants? Comment cuisiner et manger? Madame Olugbala Aziz affirme que les gens paient des factures d'eau élevées, alors que les habitants des zones à prédominance blanche ne le font pas. Ce n'est pas quelque chose qui vient de se produire. C'est une évolution lente et c'est devenu insoutenable. Nous sommes en train de nous battre ici.